Je suis croupier de blackjack dans l'un des hôtels casinos les plus élégants de Las Vegas. J'ai déménagé ici depuis la région rurale du Massachusetts en 2017. Bien que j'adore le style de vie de Las Vegas, les gens ici sont fous. Et, à un moment donné de votre vie dans la ville du péché, vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Et ce qui me revient le plus à l'esprit, c'est ce que j'ai vu le dernier jour de Thanksgiving dans la banlieue de Henderson, où je vis. C'était mon jour de congé, donc je me relaxais et faisais quelques courses. Mais comme je travaille de nuit, la plupart de ces courses, je les fais autour de minuit. Las Vegas s'adapte vraiment à ses travailleurs par équipe, donc vous pouvez faire la plupart des choses même en pleine nuit. J'étais à mi-chemin de mes courses quand je me suis arrêté dans un magasin de proximité près de chez moi pour acheter un café et des cigarettes. J'étais à la machine à café en train d'entrer ma commande sur l'écran tactile quand j'ai entendu une agitation derrière moi. Je me suis retourné pour voir la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. Il y avait un type debout au comptoir du magasin, pointant une arme sur le caissier. Et le type avec l'arme avait un tatouage de crâne sur le visage. Il avait une croix au milieu du front, mais le reste de son visage était tatoué comme un crâne, avec des ombres sous les yeux, sur les joues, et des dents tatouées sur les lèvres. Qu'est-ce que ce genre de tatouage facial à qui crie simplement « Je suis fini avec la société ». Un braquage à main armée est déjà assez effrayant sans que le type soit évidemment un fou. Il m'a vu le regarder, s'est retourné et a pointé l'arme sur moi. Ensuite, la chose suivante que j'ai su, c'est que je me cachais derrière une étagère pour me mettre à l'abri, et j'ai eu de la chance qu'il ne me poursuive pas. Je me suis accroupi en écoutant ce type exiger que le caissier vide la caisse enregistreuse où il tirerait, et tout le temps je planifiais où était la sortie la plus proche. Je pouvais courir vers la sortie de secours à l'arrière ou essayer de me faufiler vers l'avant, mais si j'étais attrapé, il me tirerait probablement dessus. Alors j'ai commencé à me déplacer vers le bord de l'allée où se trouvait la machine à café, espérant pouvoir m'échapper par la sortie de secours si la fusillade commençait. C'est étrange les petits détails que vous vous rappelez dans un moment comme celui-là. Comme une note en passant, dans ma précipitation pour obtenir mon café, j'ai fini par utiliser une tasse moyenne après avoir commandé un grand latte glacé. Et pendant que j'étais à genoux là, craignant pour ma vie, tout ce que je pouvais entendre était le goutte à goutte du café à côté de moi de ma tasse débordante. Ces sons sont gravés dans mon esprit, le type au visage de crâne donnant des ordres, le bruit de mon cœur battant dans mes oreilles et ce goutte à goutte du café. Je suis arrivé au bout de l'allée et j'ai commencé à jeter un coup d'œil pour voir si le voleur avait le dos tourné, ce qu'il n'avait pas. Si j'avais essayé de courir à ce moment-là, je n'écrirais pas ceci maintenant. Mais juste avant de reculer, j'ai vu quelqu'un d'autre jeter un coup d'œil depuis une allée près de l'entrée du magasin. C'était un grand gars samoan avec des tatouages, se déplaçant lentement comme moi. Au début, j'ai pensé qu'il allait essayer de s'échapper, alors j'ai pensé que je pourrais utiliser la distraction qu'il ferait pour sortir en courant par la sortie de secours. Mais quand il s'est levé et a commencé à bouger, au lieu de se diriger vers l'entrée principale, il s'est en fait lancé vers le type au visage de crâne. Je ne peux pas imaginer avoir ce genre de courage. Ce type avait toutes les chances de s'échapper cette nuit-là. Mais au lieu de cela, il a décidé d'essayer de sauver tous les malheureux qui étaient dans le magasin quand le type au visage de crâne est entré avec son arme chargée. Le type au visage de crâne n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, et le Samoan lui a attrapé l'arme et a commencé à lutter avec lui. En un instant, d'autres personnes dans le magasin se sont lancées sur le type au visage de crâne, essayant de le maîtriser. Juste à ce moment-là, l'arme a été tirée. Le Samoan s'est simplement effondré au sol et les autres personnes qui s'étaient lancées sur le type au visage de crâne ont presque fait dans leurs pantalons avant d'essayer de fuir. Quand le type au visage de crâne s'est retourné et a commencé à tirer au hasard à travers les étagères sur les personnes qui l'attaquaient, j'étais face contre terre sur le sol, essayant de rester aussi bas que possible. Quand la fusillade a cessé, j'ai entendu quelqu'un sortir en courant du magasin et démarrer un moteur. Ensuite, tout est devenu silencieux. Le silence n'a duré que quelques secondes au maximum. Car ensuite, tout ce que j'ai pu entendre, ce sont les horribles gémissements des personnes qui avaient été touchées par les tirs au hasard. Quelqu'un a alors donné le signal que le tireur était parti, et lentement nous avons tous commencé à sortir de nos cachettes. Les gens disaient des choses comme « ma jambe, mon bras, on m'a tiré dessus, aidez-moi, appelez le 911 ». Puis j'ai entendu des cris venant de l'extérieur, où un passant avait vu le Samoan saigner au sol près du comptoir. Tous ceux qui le pouvaient ont sorti leur téléphone portable et ont appelé le 911, et peu de temps après, la rue à l'extérieur était un fouillis aveuglant de lumière bleue clignotante.
Les gens étaient emmenés en ambulance, interrogés par la police, et pendant ce temps, j'étais dans une bulle d'adrénaline, incapable de traiter tout ce que j'avais vu. Je me souviens avoir fait tout un tapage à propos du type Samoan, disant à la police à quel point il avait été courageux, comment il avait été abattu en essayant d'arracher l'arme du type au visage de crâne. Plus tard, j'ai appris qu'il était en réalité un insulaire du Pacifique nommé Kevin Mendiola. C'est un héros à mes yeux, et j'espère que sa mère et son père savent quelle personne incroyable ils ont élevé. Je n'ai jamais pensé que je verrais quelque chose comme ça dans ma vie, comme un véritable acte d'héroïsme. Ou peut-être que je ne voulais simplement pas le voir, parce que cela implique toujours quelque chose de si violent ou triste. Mais j'en ai vu un cette nuit-là. Un acte de courage désintéressé d'une personne qui nous a probablement tous sauvés cette nuit-là. Parce que le type au visage de crâne était au milieu d'une vague de crimes qui traversait les frontières de l'État. Et cette nuit-là, je suis presque sûr qu'il a tué un tas d'autres personnes. J'ai ensuite lu que lui et sa petite amie déséquilibrée avaient tiré au hasard sur des voitures sur la route, et je suis presque sûr qu'ils sont accusés de certains crimes insensés, ou quelque chose comme ça maintenant, car la police a trouvé un tas d'autres armes dans leur voiture lorsqu'ils les ont attrapés. Vous pouvez chercher sur Google Christopher McDonald à Las Vegas, et vous verrez le salopard par vous-même. Il a l'air assez pathétique sur ses photos de fiches de police, juste un criminel idiot qui a pris quelques décisions vraiment terribles concernant son art corporel. Mais laissez-moi vous dire que cette nuit-là, dans le magasin de proximité, c'était un monstre, un véritable monstre de conte de fées devenu réalité, et j'espère sincèrement ne plus jamais rencontrer quelqu'un comme lui. Mais si je le fais, j'espère juste qu'il y aura quelqu'un d'autre comme Kevin Mendiola dans les parages, quelqu'un d'assez courageux pour ne pas s'effondrer quand la mort lui fait face. Ma grande passion dans la vie est le bowling. Je sais que c'est une passion très nerd, mais ça m'est égal, ça me rend heureux. J'ai été un grand fan des Simpsons depuis que je suis enfant, et Homer a rendu le bowling vraiment cool. En fait, je joue au bowling de manière compétitive, principalement dans des tournois locaux ici à Sacramento, mais la plupart des finales régionales ont lieu à Las Vegas. Donc, même si je ne suis pas très fan de l'alcool ni des jeux d'argent, je me retrouve à conduire jusqu'à Las Vegas plus souvent que je ne l'aurais imaginé. Ainsi, sur notre chemin vers les régionales de 94, mon ami et moi étions à environ 160 km au sud de Las Vegas sur l'Interstate 15 près de Halloran Springs Road. Nous avons loué une voiture chez Enterprise pour le voyage et, environ 1 heure avant d'atteindre notre destination, la transmission est tombée en panne. Heureusement, j'ai pu glisser jusqu'à la rampe de sortie juste avant de m'arrêter près d'une vieille station de camions. L'endroit était un désastre, avec seulement quelques pompes à essence sale et une vieille pancarte indiquant essence et nourriture. J'étais surpris que le téléphone public fonctionne. J'ai appelé le service client d'Enterprise pour voir s'il pouvait envoyer quelqu'un pour réparer la voiture, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Apparemment, nous étions au milieu de nulle part, et il n'y avait aucune compagnie d'assistance routière avec laquelle ils travaillaient à moins de 160 km de nous. Cela pourrait prendre des heures et des heures pour qu'ils envoient un mécanicien, mais ils avaient une proposition assez attrayante. Trouver quelqu'un pour nous réparer ou remorquer la voiture et ils nous rembourseraient si nous gardions les reçus. Cela nous a semblé juste, alors nous avons demandé à l'intérieur de la station de camion s'il y avait un mécanicien qu'il pouvait appeler pour nous. Le préposé nous a raconté toute une histoire sur un mécanicien, mais qu'il ne viendrait pas nous chercher. Alors il appellerait son ami qui avait une dépanneuse pour venir nous chercher et nous emmener chez le mécanicien. Tout cela semblait suspect, mais que puis-je dire ? J'étais désespéré. Si je perdais une bonne nuit de sommeil, je serais ruiné pour le tournoi. Alors tout ce qui pouvait nous amener à Las Vegas à temps semblait valoir la peine. Peu de temps après, un camion est arrivé à la station de camion et il semblait sortir d'un film de Mad Max, une épave qui semblait prête à s'effondrer à tout moment. Le type qui est sorti du camion semblait ne pas s'être douché depuis 1 semaine. Il s'est approché de nous avec au moins 110 kilos de graisse et de poussière et nous a dit qu'il connaissait en fait un mécanicien d'Enterprise près de McCarran et qu'il nous y emmènerait pour $400. Vous pouvez y croire ? $400. Il pouvait sentir notre désespoir et nous a frappés avec un tarif de $400, mais quel choix avais-je ? Si je voulais être en condition pour bien jouer, j'avais besoin de bonnes 8 heures de sommeil, alors j'ai accepté l'offre du type et je lui ai dit que je lui donnerais l'argent quand nous arriverions chez le mécanicien.
En rétrospective, j'ai certainement pris la mauvaise décision. J'étais tellement excité par le tournoi, croyant vraiment que j'avais une chance cette année, et dans mon désespoir aveugle, j'aurais fait n'importe quoi pour arriver à temps. Mais monter dans ce camion a probablement été la pire chose que nous aurions pu faire, et à ce moment-là, je ne pouvais pas monter assez rapidement. Nous étions sur la route pendant un peu plus d'1 heure, bien que si on m'avait dit que nous étions sur la route pendant 3 heures, je l'aurais cru. Chaque seconde était une agonie, et tout cela à cause du sujet de conversation préféré du conducteur de la dépanneuse. Selon lui, il conduisait une dépanneuse depuis environ 200 ans ou peu importe, et cela signifiait qu'il avait vu sa bonne part d'accidents de la route. Ensuite, pendant tout le chemin jusqu'à McCarran, il nous a raconté chaque accident en détail. Chaque fois que nous arrivions à une partie de la route où il y avait eu un accident, il nous donnait une description horriblement graphique de chacun d'eux. Je pensais que toutes les têtes coupées, les corps carbonisés et les membres amputés étaient quelque chose de dégoûtant, et rien de ce qu'il disait ne m'affectait vraiment. Cela a duré jusqu'à ce que nous arrivions à une section de la route qui lui rappelait un accident particulièrement désagréable. Dans celui-ci, un conducteur ivre qui roulait à 180 km/h sur l'autoroute a dévié sur plusieurs voies et a percuté une femme qui conduisait en sens inverse. Le conducteur de la dépanneuse a dit qu'il s'était écrasé contre sa voiture comme un train à vapeur hors de contrôle, détruisant complètement la voiture de la pauvre femme. Seulement, la femme était enceinte. Selon le conducteur, l'impact l'a fait exploser. C'est à ce moment-là que j'ai dû lui dire gentiment que je pensais qu'il partageait trop, comme on dit maintenant. J'étais assez jeune à l'époque, beaucoup plus jeune que je ne le suis maintenant. Et comme ce type était assez vieux pour être mon père, il s'est senti en droit de me parler comme s'il l'était aussi. Alors il a commencé à me sermonner sur les conséquences d'ignorer la sécurité routière. Comment je ne pouvais pas me détourner des réalités du monde moderne, et toutes ces bêtises. J'étais d'accord, j'étais vraiment d'accord, mais il aurait sûrement pu nous épargner les détails. Il y a eu un silence inconfortable dans le camion pendant quelques kilomètres, puis, à ma plus grande surprise, le conducteur de la dépanneuse a recommencé à nous parler des accidents de la route. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'avais spécifiquement dit à ce type de ne plus parler de ces maudits accidents. Et là, il recommençait, nous racontant toutes ces choses qui étaient suffisantes pour retourner l'estomac. Et quand il a commencé à nous donner un récit graphique de la façon dont un bus plein d'enfants en sortie scolaire s'est écrasé contre un camion avec remorque avant de prendre feu, et comment il y avait des petits corps en flammes courant sur l'autoroute, j'aurais dû perdre mon sang-froid. Je lui ai clairement dit que ni mon ami ni moi ne voulions entendre parler d'enfants brûlés et qu'il devait s'arrêter. Un autre silence inconfortable a suivi et, au lieu de continuer le voyage, le gros type nous a arrêtés sur le bord de la route et a coupé le moteur. Puis, il a lancé une diatribe sur la chance que nous avions qu'il nous aide, comment nous serions foutus sans lui et la chance que nous avions qu'il ne nous fasse payer que $400. À ce moment-là, j'ai été assez stupide pour mentionner quelque chose à propos de marcher le reste du chemin et le conducteur a simplement éclaté de rire. Il a frappé un vieux thermomètre sur son tableau de bord et j'ai reçu le message immédiatement, mais il a quand même continué avec sa diatribe sur comment nous mourrions d'insolation au kilomètre 50 si nous tentions de faire le reste du voyage à pied. Savoir qu'il avait raison m'a frappé comme une tonne de briques, et tout. Ce que j'ai pu faire, c'était hocher la tête et m'excuser doucement, le suppliant de ne pas nous jeter du camion. Nous étions coincés avec lui, il le savait, et nous aussi. Savoir qu'il avait toutes les cartes en main, savoir qu'il avait tout le pouvoir, me rendait malade. Et comme il savait bien qu'il était complètement en contrôle, il a continué avec son petit discours sur la tournée de la mort sur la route tout le chemin jusqu'à McCarran. Sauf que cette fois, quelque chose était différent dans la façon dont il parlait. Il était de manière perturbante passionné par toute l'affaire, au point où je pensais vraiment qu'il se réjouissait en nous racontant toutes ces choses cauchemardesques sur les corps morts et brisés, qu'ils soient allongés dans les débris de voitures ou sans vie sur le bord de la route. Plus nous semblions frémir, plus nous étions mal à l'aise, plus il semblait engagé et animé. Honnêtement, cela a été l'une des heures les plus troublantes et perturbantes de ma vie, et cela aurait été mieux si nous avions abandonné notre voyage à Las Vegas complètement. Nous sommes arrivés chez un mécanicien qui a réparé la voiture et nous avons réussi à arriver à notre hôtel à temps pour dormir correctement, mais le sommeil n'est pas venu. Quand j'ai posé ma tête sur l'oreiller, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ces personnes mortes, ces enfants brûlés, toute la douleur, la perte et la souffrance que ce tronçon de route avait vu au fil des ans. Inutile de dire que je n'ai pas beaucoup dormi. Cela signifiait que ma performance au tournoi de bowling a été vraiment terrible, et mon équipe a été éliminée au 2e tour.
Nous avons fini par rentrer chez nous depuis Las Vegas, épuisés, vaincus, mais surtout sérieusement perturbés. Et vous pouvez parier que j'ai prié pour que la transmission tienne jusqu'à ce que nous arrivions en Californie, car il n'y avait aucune chance que je me remette dans un camion avec ce conducteur vieux et effrayant à nouveau. Nous avons eu de la chance qu'il garde ses mains sales loin de nous, et la prochaine fois, peut-être que nous n'aurons pas autant de chance. Je ne sais même pas par où commencer. Une partie de moi veut dire quelque chose comme « Cette histoire semble incroyable, mais c'est vrai. » Mais honnêtement, je ne sais pas si elle est crédible ou non, car je ne l'ai jamais racontée à personne. Même la version des faits que je donne à ma femme est complètement inventée, mais cela évite qu'elle pose trop de questions, et je pense que si elle connaissait la vérité, elle pourrait vraiment me quitter. C'est pourquoi je veux rester anonyme. La plupart des gens ne savent même pas que j'ai été à Las Vegas. Je ne suis définitivement pas du genre à aimer faire la fête. Je ne l'ai jamais été. Et de nos jours, je ne pense même pas aux jeux d'argent ou aux jeux de cartes, ni à rien de tout cela, et encore moins à en parler. Donc, il n'y a aucune chance que quelqu'un devine que le moment le plus significatif de ma vie jusqu'à présent s'est produit en dehors de la capitale mondiale du jeu, mais c'était le cas. Tout commence par un enterrement de vie de garçon. C'était pour mon beau-frère, un type bien qui ne voulait rien faire de trop extrême, ce qui me convenait. Mais, comme je l'ai dit, je ne suis tout simplement pas du genre à aimer faire la fête, ni non plus l'un de ces papillons sociaux dont j'entends tellement parler. Donc, après un certain temps, j'en ai eu assez de boire, et je suis complètement sorti lorsque l'un des gars a suggéré d'aller dans un club de striptease. Après les avoir laissés, je marche de retour vers ma chambre d'hôtel. Pour y arriver, je dois traverser tout l'étage du casino. C'est un petit truc astucieux que les casinos utilisent pour essayer de vous tenter à jouer, et je parie que je ne suis pas le seul idiot à être tombé dedans. Mais en marchant, j'ai eu l'envie de jouer au poker pour une raison quelconque. Je n'y avais jamais joué auparavant. J'avais juste une vague idée que ça avait l'air cool en le voyant à la télévision, alors j'ai décidé d'essayer. Je ne peux même pas vraiment expliquer ce qui s'est passé dans les heures suivantes. D'abord, j'ai timidement expliqué que je connaissais à peine les règles du Texas Hold'em. Et la prochaine chose que je sais, c'est que je les apprenais. Et, en 1 heure, j'avais déjà gagné quelques parties grâce à des combinaisons de chance de débutant et d'intuition pure. J'étais accro. À 11h du soir, j'avais gagné 6 000 $ au poker. Le casino continuait à m'offrir de la nourriture et des cocktails gratuits pour me garder aux tables, et moi, naïvement, j'acceptais. Je ne me suis pas enivré, mais je suis presque sûr que j'ai vidé leur plateau de crevettes et leur Coca-Cola Light. Mais j'étais enivré par ma nouvelle passion pour le poker et cette ivresse m'a conduit à prendre une décision très stupide. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais non seulement j'ai fini par perdre les 6 000 $ que j'avais gagnés, mais j'ai aussi fini par devoir beaucoup plus au casino. Je n'ose même pas écrire le montant exact, alors nous allons omettre tout cela en faveur des implications. En gros, sans les paiements de l'hypothèque, ma femme et moi étions sur le point de perdre la maison. J'avais vraiment tout gâché, et je me souviens seulement de me sentir engourdi en empaquetant mes affaires et en quittant complètement l'enterrement de vie de garçon. Ce fut un long voyage de retour vers l'endroit où je vivais à ce moment-là. Un voyage que j'ai commencé assez tôt le matin, juste au moment où le soleil se levait. Je conduisais hors de la ville, les routes étaient principalement vides, et je venais de passer ce petit endroit, Sloan, quand j'ai vu quelque chose au loin sur le bord de la route. En m'approchant, je me suis rendu compte que c'était un homme en costume qui semblait tituber ivre sur le bord de la route, essayant de faire de l'autostop. Il n'y avait aucune chance que je m'arrête pour un autostoppeur, mais juste au moment où j'allais le dépasser, ce flash rapide de rouge sur blanc a attiré mon attention et j'ai réalisé que le type était blessé. J'ai freiné brusquement, fait marche arrière un peu sur le bord de la route, puis sauté de la voiture avec mon téléphone portable pour appeler le 911. Ce type s'est effondré presque dès que je suis arrivé à lui. Je ne suis pas sûr de comment il s'est blessé autant, mais la plaie était très profonde, donc il avait été poignardé avec un grand couteau ou simplement abattu. Je commence à lui demander son nom, des choses stupides comme ça pour l'empêcher de s'évanouir pendant que j'appelle le 911, mais il commence juste à haleter des choses dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas de l'espagnol non plus, cela sonnait européen, mais je ne pouvais pas identifier laquelle. Être proche de quelqu'un qui mourait de cette manière a été vraiment traumatisant. En réalité, j'ai vu la peur de la mort dans les yeux de cet homme. Peu importait ce qu'il disait parce que ce regard n'avait pas besoin de traduction. Il me suppliait de lui sauver la vie.
mais il n'y avait rien que je puisse faire à part appeler le 911. À un moment donné, entre essayer de presser la plaie sur l'estomac de ce type, essayer d'écouter son nom et parler à l'opérateur du 911, j'ai vu que le type portait un sac de sport qui était simplement jeté à côté de lui. En parlant à l'opérateur, je me suis penché et j'ai ouvert le sac en pensant qu'il pourrait y avoir des fournitures de premiers secours là-dedans, peut-être même juste de l'eau pour rendre ce type plus confortable. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, je suis resté complètement silencieux. À l'intérieur du sac, il y avait rouleau après rouleau de billets de $100, plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu l'opérateur dire « Monsieur, êtes-vous toujours là ? Monsieur ?» avant de raccrocher le téléphone. Ce qui a suivi a été l'acte le plus honteux de ma vie. Je me suis simplement levé, j'ai attrapé le sac d'argent et j'ai commencé à marcher de retour vers ma voiture. Le type a tendu une main ensanglantée et a attrapé ma chaussure droite. Le premier pensée dans ma tête n'a pas été « je devrais arrêter ce que je fais et vraiment aider ce type », c'était plutôt « bon, je vais devoir brûler la chaussure en rentrant ». J'ai ignoré ce que je supposais être des supplications d'aide dans n'importe quelle langue que ce soit, j'ai libéré ma chaussure de son emprise et j'ai continué vers ma voiture. Rien que d'écrire cela me fait réaliser que je n'ai aucune idée de comment j'ai pu être si froid, aucune idée de ce qui m'a transformé en monstre. Tout ce qu'il a fallu, c'est un grave problème financier et j'étais prêt à voler un homme mourant juste avant de partir et presque sûrement le condamner à mort. J'ai conduit sans m'arrêter non plus, je ne me suis pas arrêté une seconde jusqu'à arriver à la maison où j'ai pu me débarrasser de la chaussure ensanglantée et cacher l'argent dans un endroit où ma femme ne le trouverait jamais. Je me suis douché, lui ai dit que j'étais parti tôt parce que je ne me sentais pas bien. J'ai envoyé le même mensonge par SMS à mon beau-frère et j'ai essayé de continuer ma vie. Mais cela ne s'est pas avéré aussi facile que de simplement prétendre que tout cela n'avait pas eu lieu. C'était dans mon esprit pendant les 18 mois suivants, presque constamment. Au début, c'était l'anxiété de penser que la police me retrouverait, ayant trouvé une partie de mon ADN ou l'empreinte de ma chaussure sur les lieux, mais personne des forces de l'ordre ne m'a appelé, et, bien que je l'ai vérifié plusieurs fois, je n'ai rien vu sur la mort du type dans les médias, donc cette peur s'est estompée. Je m'inquiétais également que les billets soient marqués, mais ce n'était pas non plus le cas. Mais ensuite est venue la peur que l'argent appartienne d'une manière ou d'une autre à un cartel ou à un gang. Je me rappelais sans cesse ce film No Country for Old Men, et cela m'a mis la peur de Dieu en moi. J'ai dû vérifier ces rouleaux de billets des milliers de fois, à la recherche de dispositifs de suivi, ou de micros, ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je n'ai rien trouvé, et personne n'a jamais visité la maison. Tout l'argent est parti maintenant, soit canalisé vers des investissements, soit simplement utilisé comme argent liquide. Il n'y a rien qui me connecte physiquement à ce qui s'est passé là-bas dans le désert. Et ce n'est que maintenant que je ressens que je peux en parler, même si c'est sans donner trop de détails sur moi-même. Je sais que les gens vont m'appeler voleur ou lâche, ou dire que l'argent n'existait même pas en premier lieu. Je sais ce que je suis un monstre pour avoir volé l'argent de ce type et l'avoir laissé mourir, mais je ne suis définitivement pas un menteur. Je veux juste en finir avec une petite tranquillité, même si cet argent m'a hanté pendant que je l'avais. J'avais tous mes cheveux bruns quand j'ai trouvé ce type sur le bord de la route. Maintenant, ils sont en train de reculer et j'ai de petites mèches grises autour des tempes. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne changerai rien. Je volerai cet argent encore une fois si j'en avais l'occasion. Le monstre qui m'a permis de voler en premier lieu est toujours là, attendant de se réveiller à nouveau, et c'est ce qui me fait le plus peur. Chaque week-end de la fête du travail, quand j'étais enfant, mon père emmenait ma mère, ma petite sœur et moi à Vegas pour le week-end. Vous seriez surpris de voir combien de choses pour les enfants il y avait à Sin City. Je veux dire, il devait avoir quelque chose pour divertir les enfants pendant que papa jouait tout son argent aux tables de craps. Mon père n'était pas un joueur invétéré, mais il a apprécié un peu de blackjack entre nos visites dans les canyons de Red Rock. Alors ma mère nous emmenait au magasin Disney, ou au magasin de vêtements pendant que papa se défoulait. Nous avions aussi beaucoup de traditions à Vegas. L'un d'eux était de s'arrêter à un petit endroit appelé Prima Donna Resort, à un endroit appelé Prime, juste sur la frontière de l'État. On faisait une pause aux toilettes, on mangeait quelque chose et papa faisait des paris de dernière minute au casino là-bas. Il était 19,97 ans, j'avais 12 ans et nous venions de terminer de manger dans l'un des restaurants de la Prima Donna.
Papa jouait à l'étage et ma sœur ne se sentait pas bien, alors l'attention de ma mère était avec elle. Je m'ennuyais et je savais que les vacances touchaient à leur fin, alors je suppose que je me sentais agité. Je me suis levé de table et je suis allé explorer la station. Presque immédiatement, mon attention a été attirée par le fait que le complexe avait sa propre salle de jeu. Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de l'âge d'or des salles de jeux vidéo, mais ces endroits étaient comme un paradis pour un enfant comme moi. Et en tant qu'adulte, l'une de mes vraies ambitions est d'avoir une machine de crise du temps de travail. Mais à ce moment-là, j'ai vu 2 gars plus âgés jouer entre les machines, ne jouant même rien, jouant juste à cache-cache ou quelque chose du genre. Je me souviens donc avoir été trop intimidé pour aller voir les matchs. L'un de ces gars avait un simple t-shirt et un short large, mais pour une raison quelconque, il portait des mocassins au lieu de baskets, et je me souviens que cela a attiré mon attention et j'ai pensé que c'était quelque chose de bizarre. Au lieu d'explorer la salle de jeu comme je le voulais, j'ai fini par chercher une salle de bain pour faire pipi. Je me souviens avoir vu une petite fille entrer dans une salle de bain et penser « Oh, ok, c'est celle des filles » et chercher l'autre porte. Mais ensuite, le gars dans les mocassins entre dans la même salle de bain juste après la fille. J'étais comme « Quoi ?» J'ai dû regarder à 2 fois les panneaux de porte pour m'assurer que j'entrais dans la salle de bain des garçons. Mais j'ai rapidement réalisé que le gars dans les mocassins était en fait entré dans la salle de bain des filles au lieu des garçons. Après avoir fait pipi, je retourne voir ma mère et j'essaie de lui dire que quelqu'un a enfreint la règle cardinale d'entrer dans la mauvaise salle de bain. Mais elle était trop occupée avec ma petite sœur qui avait de la fièvre pour vraiment m'écouter. Je ne lui en veux pas. Elle racontait toutes sortes d'histoires quand elle était plus jeune, et je suppose qu'elle ne me prenait tout simplement pas au sérieux. Quelques minutes plus tard, je vois le gars en mocassin sur le parking relever sa chemise tout en parlant à des filles. Je ne sais pas s'il se vantait ou quoi que ce soit, je n'ai jamais compris, parce que la prochaine chose que j'ai entendue était de crier dans le hall. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait et je n'ai pas eu le temps de savoir ce qui s'était passé car peu de temps après, mon père est arrivé, après avoir entendu les cris, et nous avons fini par partir pour San Diego un peu plus tôt que prévu. Les jours suivants ont été incroyablement étranges. À un moment donné, j'ai vu ma mère pleurer en regardant les nouvelles. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais tout ce qu'il a fait, c'est éteindre la télé rapidement et me serrer dans ses bras. J'étais tellement confus et inquiet que j'ai fini par pleurer aussi pendant que nous échangions « Je t'aime ». Je savais que quelque chose de grave était arrivé à la prima donna et que cela affectait mes parents. Je ne savais tout simplement pas ce qu'était ce quelque chose et je ne l'ai découvert que des années plus tard. Mais quand je l'ai fait, je suis content que mes parents m'aient gardé dans le noir à ce sujet parce que c'est l'une des choses les plus dérangeantes que j'ai jamais lues et savoir que tout cela s'est passé à quelques mètres de moi est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Tu vois, le nom du gars avec les mocassins était Jérémy Strohmayer. Il était le fils adoptif de 18 ans d'une riche famille de Long Beach qui avait également passé la fête du travail à Las Vegas. Je parle d'argent à gogo, comme si les parents adoptifs de cet enfant étaient si riches qu'ils lui ont acheté des leçons de pilotage dans un vrai avion. Jérémy n'était pas entré dans la salle de bain des filles sur un coup de tête cet après-midi-là. Il l'a fait parce qu'il suivait une fillette de 7 ans nommée Chari Sillon. J'ai lu qu'il avait réussi à la convaincre de s'enfermer dans la salle de bain en lui disant que c'était le seul endroit où elle serait à l'abri de lui après qu'il l'ait poursuivie dans la salle de jeu pendant un moment. Puis, quand elle est entrée, il l'a suivie. Puis, une fois à l'intérieur, le garçon dans les mocassins a traîné la fille jusqu'à une cabine et lui a couvert la bouche pour la faire taire. Je ne veux même pas entrer dans ce qui s'est passé après ça. Mais quand c'était fini, cet homme de 18 ans, parce que c'est ce qu'il était légalement, prend cette fille de 7 ans et lui brise le cou. Non seulement cela, mais il tente timidement de cacher son corps en la pliant en 2 et en la mettant dans les toilettes. D'après ce que j'ai compris, au moment où je l'ai vu relever sa chemise devant les filles sur le parking, il venait littéralement d'assassiner une fille et il était là, flirtant avec des filles quelques instants plus tard. C'est ce que je trouve le plus horrible de tous. Ce type a pu faire comme si de rien n'était. C'était à peu près une affaire ouverte et fermée aussi. Jérémy a admis avoir tué la fille parce qu'elle pouvait l'identifier en la touchant. Au fur et à mesure que toute l'histoire se déroulait, le public découvrait ses antécédents de maladies mentales graves. Dans ses entretiens avec la police, il a même utilisé des insultes pour décrire la fille qu'il avait assassinée, et cette partie m'a laissé perplexe. Comme « Comment pouvez-vous prendre la vie d'un enfant et ensuite l'appeler avec désinvolture des choses comme ça ? À quel point tu dois être mauvais dans la tête ?» Je me souviens particulièrement d'avoir lu que Jérémy n'avait aucun problème à avoir des filles, et qu'il était en fait très populaire.
Certaines des filles avec qui il sortait ont été contactées par les médias qui ont réussi à obtenir ces citations effrayantes sur la façon dont il les faisait s'habiller comme des petites filles. Je sais qu'il risquait la peine de mort pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il accepte un accord de plaidoyer ou quelque chose du genre. Il s'avère que Jérémy n'avait pas peur de tuer, mais il avait peur de mourir. Lors de son procès, j'ai lu comment le juge lui avait dit que ce qu'il avait fait était l'un des pires crimes sur lesquels le juge avait présidé et comment il s'assurerait qu'il pourrisse en prison. Je pense qu'il y avait une étrange lueur d'espoir dans tout cela. Quelque chose sur la façon dont les couples adoptant des enfants avaient le droit de voir les dossiers médicaux de leurs parents biologiques. L'État a parlé de la façon dont cela améliorerait les choses pour les parents d'accueil, mais je ne vois vraiment pas comment vous pouvez prédire quels enfants deviendront des meurtriers. Je veux dire, Jérémy n'en avait certainement pas l'air dans son short ample et ses mocassins. Il ressemblait juste à un garçon de plage, pas à quelqu'un qui était capable de tuer un enfant. C'est le fait que j'aurais peut-être pu l'arrêter aussi si j'avais fait assez d'histoires ou suivi Jérémy aux toilettes pour dire quelque chose. Mais qui sait ? Peut-être que s'il était entré dans les toilettes des filles cet après-midi-là, Jérémy m'aurait tué aussi. Pendant quelques années après, je me suis demandé pourquoi notre salle de bain s'arrêtait à la prima donna, cessait d'être l'une de nos plus grandes traditions. Maman et papa n'arrêtaient pas de me dire qu'on n'avait plus le temps de s'arrêter là. Mais maintenant je sais pourquoi ils voulaient éviter l'endroit comme la peste. Je ne crois pas aux fantômes ou quoi que ce soit du genre, mais je pense qu'un endroit peut être hanté par les choses qui s'y passent, et je sais que la prima donna était hantée par ce qui s'est passé le week-end de la fête du travail en 1999. 7. Ils ont même dû changer de nom à cause de toute l'attention des médias. Ils doivent être hantés parce que je sais que je le suis certainement. Il est 3 heures du matin, à une intersection isolée de Las Vegas, le 22 février 2017. En toute autre nuit, les seules personnes qui pourraient se trouver à proximité seraient une poignée de sans-abri essayant de se rendre aussi confortables que possible sur leur lit de béton et de gravier, mais ce soir, ils ont de la compagnie. L'intersection est souvent visitée par des représentants de programmes d'aide aux sans-abri, mais la personne qui les accompagne cette nuit n'est pas intéressée à les aider. Elle est là pour une seule raison, tuer. Les résidents sans-abri de Las Vegas sont particulièrement vulnérables, car le Nevada est l'un des 4 États de l'Ouest, avec la Californie, Hawaï et l'Oregon, où plus de la moitié de la population sans-abri ne réside pas dans des refuges ou des logements temporaires. Ils vivent plutôt dans la rue ou dans des véhicules, des parcs, des tunnels et d'autres endroits inadaptés à l'habitation humaine. 2 hommes sans-abri ont déjà été tués à cet endroit même, entourés d'autoroutes et loin des néons du strip de Las Vegas. Tous 2 ont été battus à mort avec un objet contondant, et le tueur est revenu une fois de plus pour chasser. Une silhouette encapuchonnée marche d'un côté à l'autre devant une pile de couvertures, des couvertures qui ont la forme distinctive d'une personne endormie en dessous. Dans la main de la silhouette encapuchonnée se trouve un marteau de charpentier, près de 2 kilos d'acier moulé conçu pour briser et déchirer le bois et la brique. La silhouette lève le marteau au-dessus de sa tête et fixe son regard sur ce qu'elle croit être la tête de sa victime endormie. Puis, à 2 mains, elle abat le côté arrondi de la tête en acier avec force. Mais le son qui résonne dans la froide nuit du Nevada n'est pas celui auquel elle est habituée. Ce n'est pas le craquement d'un crâne brisé, mais autre chose. De plus, il n'y a pas de tache de sang sur la couverture autour de la tête de la victime. Shane Schindler, 30 ans, est sorti cette nuit-là pour ôter la vie d'un sans-abri, mais il a fini par utiliser son marteau sur rien d'autre qu'un mannequin en plastique. Lorsque sa confusion commence à se manifester, Schindler est aveuglé par les faisceaux lumineux de lampes de poche qui semblent surgir de nulle part. Des policiers en civil se révèlent, pointant leurs armes sur lui et lui ordonnant de lâcher le marteau. Schindler obéit, jetant l'arme potentiellement meurtrière de côté avant de se coucher face contre terre sur le sol pendant que les agents l'arrêtent et lui mettent les menottes. Schindler se rend compte qu'il est tombé dans une opération de leurre assez ingénieuse. L'opération a été conçue par le capitaine de police de Las Vegas, Andrew Walsh. Comme on dit, chaque fois qu'une personne sans abri est assassinée, le trottoir ou un coin de terre douce n'est pas un endroit pour qu'un être humain prenne son dernier souffle. Nous prenons ces crimes très personnellement. Ce sont les visages perdus de notre communauté, a-t-il déclaré à un groupe de journalistes après l'arrestation de Schindler lors d'une conférence de presse.
Walsh a expliqué qu'il avait ordonné à ses agents de placer une série de leurs humains au sol dans la zone où les meurtres de sans-abri avaient eu lieu. La tactique inhabituelle était due au manque de progrès dans l'enquête. Ils n'avaient ni témoins, ni mobile, rien qui les guide vers le meurtrier. Des temps désespérés nécessitaient des mesures désespérées. Une fois les leurs placés, les policiers ont utilisé un mélange de caméras cachées et de détectives en civil pour surveiller les pièges. Et c'est l'une de ces unités de détectives en civil qui a observé Shane Schindler attaquer son mannequin en plastique. Il a été immédiatement arrêté et accusé de port d'armes dissimulées sans permis, une accusation qui donnerait du temps aux détectives pour établir une accusation de meurtre solide. Mais l'avocat de Schindler a affirmé que l'accusation de port d'armes dissimulées était complètement fausse. Il a soutenu que porter un marteau dans un sac n'était pas un crime. Sinon, tous les travailleurs de la construction et charpentiers du pays seraient arrêtés pour la même chose. Mais heureusement, la police a réussi à le garder en prison, le juge ayant convenu que les dommages causés au mannequin suffisaient à confirmer que Schindler avait l'intention de tuer quelqu'un cette nuit-là. Ensuite, tout ce qu'il fallait, c'était lier Schindler et l'attaque au marteau aux 2 autres meurtres de sans-abri survenus les semaines précédentes. C'était pratiquement une affaire ouverte et fermée, et Schindler a accepté les conseils de son avocat, acceptant l'accord de culpabilité pour tentative de meurtre offert par les procureurs de l'État. S'il choisissait de se battre contre les accusations, il pourrait finir par être condamné à mort. Et ainsi, un juge du Nevada a condamné Schindler à 8 ans pour tentative de meurtre, bien qu'il vaille la peine de noter que cela ne sert qu'à gagner du temps pour que la police de Las Vegas monte un dossier de meurtre irréfutable contre lui, afin que la population sans-abri de Las Vegas puisse espérer une mesure de justice. Peu de choses sont connues sur les 2 autres hommes que Shane Schindler est soupçonné d'avoir tués, mais on sait qu'un d'eux était un homme de 46 ans, nommé Daniel Haddap. Daniel vivait dans la rue depuis environ 4 mois en janvier 2017 et restait encore en contact avec sa famille, qu'il appelait toutes les quelques semaines pour donner des nouvelles. Mais un jour, les appels se sont simplement arrêtés. Daniel était devenu la première victime de Shane Schindler à la même intersection où il a été arrêté. Une femme sans-abri de 40 ans nommée Stacy Kearney a déclaré aux journalistes que les meurtres avaient ébranlé leur communauté pauvre et soudée. Elle a mentionné à quel point ils étaient terrifiés, choqués jusqu'à la moelle par quelque chose qui ressemblait plus à un film d'horreur qu'à une réalité pour eux. Mais tous les sans-abri interrogés étaient profondément reconnaissants envers les policiers de Las Vegas qui ont organisé l'opération du mannequin, Stacy elle-même disant « Je pense que c'est vraiment génial comment ils ont mis ce mannequin pour l'attraper ». Bien que les meurtres de sans-abri à Las Vegas aient été extrêmes dans leur violence épouvantable, les actes de violence dirigés contre les personnes sans-abri ne sont pas rares. Selon la Coalition nationale pour les sans-abri, il y a eu 27 meurtres dans la communauté des sans-abri de Las Vegas, rien qu'en 2015. La NCH a également documenté un total de plus de 1500 actes de violence contre les personnes sans-abri entre 1999 et 2015, pour la plupart commis par des hommes dans leur adolescence et au début de la vingtaine. Certains pensent que ce type de crime est lié à des représentations méprisantes et dénigrantes des sans-abri à la télévision et au cinéma. Les vidéos virales comme Bum Fights, où des hommes sans-abri sont payés pour se battre, sont souvent citées comme exemples principaux. Il semble que les sans-abri ne soient pas seulement attaqués par préjugés ou intolérance, mais simplement parce qu'ils sont vulnérables, parce que ceux qui les tuent pensent qu'ils ne manqueront à personne. Et peut-être que c'est ce qui est le plus effrayant dans ces meurtres de sans-abri. Ils sont considérés comme moins qu'humains, bons à rien d'autre que l'extermination par ceux qui choisissent de les attaquer. Et étant donné combien d'entre nous sommes vulnérables au sans-abrisme, surtout à la lumière de la récente pandémie, il est horrible de penser à combien de personnes avec un toit sur leur tête sont à seulement quelques incidents malheureux d'être également dépouillées de leur humanité. Bien que ce soit ce qui nous sépare des pauvres âmes comme Daniel Haddap, tout ce qui nous empêche d'être ceux allongés sur le trottoir avec notre cerveau coulant de nos crânes, c'est un peu de malchance. Al Bramlett est né dans la petite ferme de sa famille près de Jonesboro, Arkansas, le 18 février 1917. Après avoir servi dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Bramlett a déménagé à Los Angeles et est devenu barman, puis a travaillé comme agent d'affaires pour un syndicat local de barman. Mais peu de temps après,
Bramlett a entendu dire qu'il y avait une grande opportunité pour un homme avec SS compétences dans le paradis des joueurs, Las Vegas. Alors, en 1946, il a fait ses valises et a déménagé à l'Est, à Las Vegas, où il a rapidement rejoint le syndicat des travailleurs de la gastronomie. Comme à Los Angeles avec le syndicat des barman, Bramlett a démontré intelligence et diligence dans la gestion des affaires syndicales et, en 1954, il est devenu son secrétaire trésorier. Sous la direction centralisée de Bramlett, le nombre de membres du syndicat des travailleurs de la gastronomie est passé de seulement 1500 à plus de 22 000 membres. Cela est en grande partie dû à la passion de Bramlett pour l'organisation des travailleurs, une passion qui l'a parfois conduit à mettre en œuvre des mesures assez agressives. Par exemple, à la fin des années 1950, il a tenté de convaincre le propriétaire du restaurant Alpine Village de permettre à ses travailleurs de rejoindre son syndicat. Mais lorsque le propriétaire a refusé, Bramlett a fait en sorte que des membres syndicaux payés piquettent le restaurant. Hall a dit au propriétaire que le piquet durerait aussi longtemps qu'il interdirait la syndicalisation de ses employés. Et ce fut le cas pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que finalement, les propriétaires cèdent. Il était également connu pour organiser et coordonner des grèves de travailleurs extrêmement efficaces. Chaque fois que les patrons de ses membres syndicaux devenaient un peu trop exploiteurs, Bramlett convoquait une grève. Entre 1967 et 1976, Bramlett a organisé 3 actions de grève majeures qui ont été si efficaces qu'elles ont causé la fermeture de 12 des 15 principaux hôtels et casinos. Mais comme vous pouvez l'imaginer, être le chef d'un syndicat aussi influent à Las Vegas a obligé Bramlett à avoir quelques rencontres assez désagréables avec des personnes tout aussi désagréables. À un moment donné, le syndicat parent du local 226 a envoyé un homme nommé Tony Spilotro de Chicago pour parler à Bramlett de l'introduction d'un plan dentaire. Bramlett a fait asseoir l'homme, a écouté ce qu'il avait à dire et a immédiatement reconnu le plan comme étant conçu par la mafia. Bramlett a rejeté d'emblée l'offre de l'homme et lui a dit où aller. En conséquence, l'entreprise mère a tenté de lui arracher le contrôle des fonds de santé et de bien-être du syndicat, ce qui a obligé Bramlett à engager une action en justice pour stopper ce qui était sans aucun doute une tentative astucieuse d'infiltration de la mafia. Puis, Bramlett a reçu une autre visite de Tony Spilotro, mais cette fois, Tony n'était pas d'humeur à parler. À la place, il a frappé Al Bramlett si fort qu'il a dû être conduit à l'hôpital par la suite. Alors, lorsque nous avons appris que Bramlett avait été enlevé de l'aéroport international McCarran, il n'est pas déraisonnable de supposer un certain degré de participation de la mafia. Mais la vérité est bien plus choquante et terrifiante. Rappelez-vous, Bramlett avait fait en sorte que ses membres syndicaux piquettent le restaurant Alpine Village pendant près de 20 ans. Ce n'est pas la protestation constante qui a fait changer d'avis les propriétaires sur la syndicalisation. C'est le fait qu'en décembre 1975, 2 bombes ont explosé sur le toit du restaurant, causant des dommages considérables mais sans faire de victimes. Puis, 1 mois plus tard, une deuxième bombe a explosé dans un autre restaurant non syndiqué appelé David's Place. Il n'est pas surprenant que les propriétaires aient permis à leurs employés de se syndiquer peu de temps après, et pendant un certain temps, presque tous les autres établissements de restauration à Las Vegas ont suivi leur exemple. Cela a duré jusqu'en 1977, lorsque 2 restaurants ont ouvert en refusant de suivre la tendance. Ils étaient plus que conscients des risques impliqués dans l'exploitation d'un établissement non syndiqué dans un endroit comme Las Vegas, et peut-être que cela les a aidés à détecter les 2 voitures abandonnées dans leur parking, qui avaient été laissées seules pendant un temps suspectement long et qui se sont avérées contenir des bombes non déclenchées dans leur coffre. 1 mois plus tard, 2 randonneurs traversèrent le désert près de la montagne Potosi lorsqu'ils ont vu quelque chose jeté près de leur sentier. C'était le corps d'Al Bramlett, et il avait été abattu 6 fois avec un pistolet de calibre 22, avec 2 des blessures d'entrée autour de chacune de ses oreilles. La police a rapidement soupçonné une exécution mafieuse et a interprété les coups de feu dans les oreilles comme un message indiquant que la mafia avait tué Al parce qu'il ne voulait pas écouter. Cependant, lorsque la police a réussi à capturer l'équipe père-fils responsable des 2 dispositifs non déclenchés, ils ont été stupéfaits d'entendre qu'ils n'étaient non seulement pas affiliés à la mafia, mais qu'ils avaient eux-mêmes tué Al Bramlett. Mais encore plus choquant fut qu'apparemment, Al avait été assassiné parce qu'il avait ordonné les attentats contre les restaurants non syndiqués. Les fabricants de bombes, Granby et Tom Hanley, ont dit à la police que Bramlett leur avait ordonné de placer des bombes à certains endroits,
sans savoir que la destruction qu'ils causaient découlait de rien de plus que des conflits de travail. Bramlett leur aurait apparemment payé 10 000 $ pour chaque attentat, mais lorsque leurs dispositifs dans les parkings du Village Pub et du Starboard Tack n'ont pas explosé, Bramlett a refusé de les payer pour leur travail. Après une période de discussion et de négociation, les Hanley ont simplement décidé d'utiliser la violence et l'intimidation pour obtenir leur paiement et ont élaboré le plan d'enlèvement. Au début, Bramlett a encore refusé de payer le duo, citant un travail de mauvaise qualité. Mais lorsqu'il a réalisé que sa vie était en jeu, il a ordonné que 10 000 $ soient envoyés au casino Binion's Horseshoe. Cependant, l'argent n'a jamais été récupéré. Cela pourrait avoir été dû à une mauvaise communication, mais plus probablement parce que Granby Hanley avait déjà tué Bramlett dans un accès de colère. Une fois qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait, le duo a décidé de tenter de s'échapper avec leur liberté intacte au lieu de poursuivre l'argent qui leur était dû. Chacun a reçu une peine à perpétuité pour sa participation au meurtre, et le père, Granby, est finalement décédé dans une prison fédérale. L'histoire d'Al peut sembler être une autre forme de l'âge d'or de la Las Vegas contrôlée par la mafia, mais elle a une morale très pertinente et assez terrifiante. Il semble que lorsqu'une personne croit qu'elle fait ce qui est juste, lorsqu'elle croit qu'elle a la justice et la moralité de son côté, cela conduit souvent à de grotesques démonstrations de fureur et de violence. Dans sa quête des droits des travailleurs et de l'indépendance vis-à-vis du crime organisé, Al Bramlett a jugé approprié de lancer une vague d'attentats terrifiants pour avancer ses objectifs. Mais comme on dit, si tu vis par l'épée, tu mourras par l'épée, et la terreur qu'il a ressentie dans ses derniers moments dans le désert devait refléter la terreur qu'il a infligée à ceux qu'il a bombardés. La terreur d'un homme qui avait commencé en essayant de rendre le monde meilleur, pour finir avec une balle dans la tête.